Bonjour. Moi, je suis romancier. Du coup, dans mes romans explorent beaucoup la violence et donc notamment le rapport du corps à la violence et la façon dont la violence se transforme et physiquement et évidemment moralement. Bonjour à tous, moi c'est Elisabeth Olville et je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée. Et mes thématiques préférées sont le genre fantastique et aussi la thématique de la monstruosité, autant physique que morale. Justement, on va revenir un petit peu là-dessus. En préparant cette table ronde, j'ai essayé de définir un corpus d'œuvres qui dépendent ou non du body horror. Et c'est pas si facile que ça. Est-ce que toutes les mutilations sont du body horror? Est-ce que toutes les infections sont du body horror? Et en fait, la première question que j'aimerais vous poser, c'est un peu une question de définition. Subjective. Qu'est-ce qui est pour vous du body horror? Comment vous le définiriez? Et quel est votre body horror? Je t'en prie. Ouais, c'est pas simple. Effectivement, le body horror, donc on le retrouve déjà dans toutes les formes d'art. Et puis c'est aussi très politique et très philosophique, contrairement à ce côté. On pense tout de suite un peu au grotesque, à la série Z, etc. Mais c'est quand même ça amène à beaucoup de réflexions possibles. Donc on en trouve effectivement, il y en a dans la littérature. Donc c'est tout ce qui est à voir avec les transformations, les contaminations, les mutations, toutes les dégénérescences du corps. Qui vont provoquer souvent le rejet, l'effroi, mais il y a aussi du plaisir dans le body horror. Et du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de le définir. Et donc, on en trouve aussi au cinéma. Il y a des sculpteurs qui font des œuvres de body horror, donc ils vont mélanger des organes entre eux, des choses comme ça. Et je suis sûre qu'il y en a dans la musique, mais je ne connais pas. Et puis en littérature, avec la métamorphose de Kafka, c'est vraiment assez body horror en fait, ce personnage qui se transforme, qui se réveille un matin et qui est devenu un cafard. Du coup, c'est présent depuis bien longtemps en fait, quoi. Oui, justement, quand j'ai fait des recherches, l'origine c'est Frankenstein. Voilà. C'est peut-être aussi avant tout une question d'intention. C'est-à-dire que si on utilise le corps comme un outil narratif et comme un outil d'atmosphère aussi, et que c'est au service d'un propos, d'un discours ou d'une histoire qui a quelque chose à dire de l'humain en général ou de la société, ça peut forcément se rattacher au body horror. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une gratuité dans le body horror, par exemple. Enfin, tu parles de Kafka et effectivement, le coup du cafard c'est spectaculaire, mais ça dit aussi quelque chose du temps de Kafka lui-même. Et c'est à la fois un sous-genre, par exemple, de l'horreur. Donc, on peut avoir des films qui sont typiquement que du body horror, comme La Mouche. Mais ça peut être aussi présent dans d'autres sous-genres, comme les films de zombies, avec la dégradation du corps. C'est vraiment, en fait, dans la mise en scène. Par exemple, dans Le Retour des Morts Vivants 3, on a justement cette mutilation pour empêcher, en fait, de manger les humains, où le personnage du zombie va se mettre des piercings, des bouts de fer, et il y aura toute une mise en scène autour de son personnage. Et là, ça rentre dans le body horror. Oui, c'est intéressant ça du coup, parce que c'est aussi la question des limites du corps, comment on les éprouve, comment on les franchit, comment on les conteste. Parce que c'est vrai que dans le body horror, il y a aussi beaucoup la question des fluides, et du coup de comment le corps, en fait, les fluides, c'est un peu une extension de nous-mêmes, et le prolongement de soi, et qu'en fait finalement, les personnages de body horror, souvent, ils perdent des fluides de tous les côtés, et souvent même l'espace dans lequel ils sont va se transformer en quelque chose d'organique. Donc ça, on le retrouve dans The Thing, dans La Mouche, et aussi dans Thanatomorphose, où finalement, même parfois avec leur propre corps, ils vont créer des œuvres d'art. Donc ils vont par exemple prendre en photo des morceaux de leur corps, ils vont encore une fois dans La Mouche mettre des morceaux de corps comme dans un petit musée dans la salle de bain. Donc il y a aussi il y a toute cette dimension aussi des petits morceaux de corps et du fluide qui prend l'espace tout autour, et pas seulement le corps, l'enveloppe. Oui, ce qui ramène du coup l'idée aussi de contamination. C'est-à-dire que le body horror, c'est pas forcément un événement isolé, mais plutôt quelque chose qui va s'étendre soit à l'entourage d'un des personnages, soit à la société entière. Enfin, en tout cas, une idée comme tu dis, d'extension, mais de contamination aussi. En bien ou en mal, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de visée morale dans le body horror. Et d'ailleurs, même dans les films de virus, de contamination, on a parfois justement le body horror qui se retrouve par les fluides, comme dans le film Infection de 2004, où justement tous les personnages qui sont infectés ont du liquide vert qui va sortir de leur corps et ils vont se transformer en une espèce de flaque verte.
et du coup, ils vont être plus qu'un fluide à la fin. Et donc, on retrouve le fluide là-dedans, et par le virus. Justement, on est sur les virus et les contaminations. Avec ce qu'on a vécu dernièrement niveau crise sanitaire, où on a eu aussi un regard sur notre corps et un regard sur le corps des autres à la recherche de symptômes. On a aussi eu une isolation des corps, physiquement, je dois dire, on est tous restés chez nous. On a eu je pense à The Sadness qu'on a vu il y a pas longtemps, avec comme ça une infection qui transforme les gens en enragés, agressifs, des choses comme ça. Est-ce que justement, vous pensez que cette pandémie va un peu relancer ou changer le body horror? Est-ce que ça va changer le rapport qu'on a à notre corps et à la manière dont on le met en scène? Parce que c'est vrai que le body horror, on l'a pas dit quand on le définissait. Enfin, je crois pas qu'on l'ait dit comme ça, mais ça parle beaucoup de choses très concrètes comme la maladie, la vieillesse. Et c'est vrai que dans un monde très validiste et très codifié avec des normes esthétiques, etc. C'est pour ça aussi que c'est très politique, parce que ça parle justement du rejet social et de beaucoup d'éléments comme ça qui nous questionnent beaucoup justement le rapport au corps. Et c'est vrai que la maladie, c'est un peu la trahison de notre corps. Enfin, c'est notre corps on est témoin en fait, mais on n'est pas acteur. Et c'est lui qui nous fait subir quelque chose. Et du coup, c'est vrai que la maladie, c'est terrifiant parce que ce soit celle des autres ou pour nous-mêmes, parce qu'il y a ce côté où finalement, voilà, notre corps se retourne contre nous, quoi. Totalement. Et c'est vrai qu'on avait eu ce débat un jour avec un ami qui me disait que lui, ça l'angoissait profondément en fait les films body horror parce qu'il trouvait que c'était presque en fait insultant pour les gens qui avaient des problèmes physiques, des dégradations dues à la maladie en fait de mettre en scène ça. Et moi je lui disais que quelque part j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend tous en fait avec la vieillesse et que donc du coup comme en fait on vit une métamorphose jour après jour en fait vers le corps de vieillard qu'on sera, du coup en fait il y a un côté presque cathartique en fait à mettre en scène cette dégradation du corps et quitte à y aller à fond et justement montrer des choses qui sont un peu immontrables comme justement tous les fluides qu'on cache quand on est genre bien habillé et on cache cette espèce de vie souterraine pas reluisante en fait du corps quoi. Et sans parler forcément de dégradation, on a aussi cette thématique de la maladie qui revient de plus en plus dans les films de genre, notamment dans Relique où là on va traiter de la maladie d'Alzheimer et le personnage principal en fait va se transformer en une autre chose pour faire la métaphore autour de la maladie. Donc on a aussi cette idée de transformation pour vraiment faire comprendre la maladie par l'horreur et peut-être que le body horror justement est le genre le plus juste pour traiter ce genre de thématique. Et d'ailleurs pas que les maladies, mais les transformations aussi du comportement, du rapport au monde. Dans mon bouquin, j'ai imaginé un virus que certains contractent parce qu'ils sont en contact de certains crimes, et c'est un virus qui les améliore, qui améliore leur empathie. Et du coup, ça se diffuse dans leur entourage. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, enfin, on s'interroge là-dessus. Mais on peut aussi, du coup, imaginer des modifications qui vont, plutôt que incarner une dégradation, incarner au contraire une possible amélioration de l'espèce que nous sommes. Justement, en transformation en meilleur peut-être par le body horror, dans ta bande dessinée, Elisabeth, c'était aussi le cas dans le roman de Morgane qui n'est pas là. Et il y a une sorte de triptyque entre le body horror, l'adolescence et le genre, le changement de genre. Et c'est aussi présent, j'ai pensé par exemple à Julia Ducournau qui a fait ça dans son court-métrage Junior ou dans Titane. Justement, est-ce que le body horror pourrait être aussi un mode d'expression de cette transformation du corps ou du questionnement autour du genre? Ça, je crois que c'est vraiment un des grands enjeux. Ça, je crois que c'est un des grands enjeux du fantastique ou de l'horreur en général. Et que le body horror, il a cette particularité aussi, c'est de vraiment rendre la métaphore absolument concrète. C'est-à-dire que les changements sont physiques, sont physiquement, enfin, sont objectifs. Alors que dans le fantastique en général, ça peut être plus métaphorique ou plus voilé. Et c'est aussi sûrement ce qui rend ce genre aussi puissant, c'est que les changements, voilà, sont concrets, sont sous les yeux du spectateur quand c'est un film ou des personnages en tout cas. Et c'est ce qui donne une réalité particulière aussi.
Et puis ça questionne vraiment sur la question de l'enveloppe en fait. Et du coup, à l'adolescence en fait, on vit des transformations et justement on commence vraiment à se demander quelle est notre identité en fait au-delà des apparences. Donc en fait, c'est aussi une des grandes thématiques du body horror de dire il y a cette apparence physique, mais en fait il y a tout ce qu'il y a derrière. Et dans La Mouche notamment, c'est une grande histoire d'amour avec le personnage qui se décompose alors qu'en fait il s'aime trop et donc du coup ça pose les questions de qu'est-ce que c'est notre âme en fait derrière le corps, et donc les questions du genre c'est ça aussi parce que c'est voilà la dysphorie âme et enveloppe corporelle quoi. Puis c'est vrai que c'est le corps féminin, le body horror c'est beaucoup servi aussi du corps féminin parce que justement on a forcément des transformations physiques qui font que voilà les règles évidemment, l'écoulement des fluides, la grossesse c'est du body horror, l'accouchement c'est du body horror quand même. Il y a beaucoup de fluides aussi et c'est vrai que c'est toutes ces choses là, cette transformation, la puberté, la ménopause, ça fait aussi c'est vrai que ça a été un terrain, on va dire, il y a quand même beaucoup de films, en tout cas, parce que je connais plus les films, qui ont pris des personnages féminins, justement pour montrer ça, et que parfois, oui, il y avait du plaisir aussi dans la transformation. Et d'ailleurs, le body horror, même si souvent c'est une maladie où la personne se désagrège, il y a quand même, parfois, ils deviennent aussi surhumains un peu, donc comme dans Akira, comme dans même La Mouche, il est hyper performant sexuellement, hyper fort. Et du coup, ils deviennent un peu des surhommes ou des surfemmes. Et à un moment donné, ils prennent aussi plaisir à cette transformation. Et c'est pas que de la souffrance. Parfois, même plaisir érotique. Et dans Anatomorphose, elle se masturbe au fur et à mesure que son corps part en lambeaux. Et il y a toutes ces choses-là aussi de devenir de plus en plus puissant, de plus en plus au-delà de l'humanité, quoi. Ouais, c'est un plaisir qui est aussi lié à la transgression des règles et normes ordinaires. D'ailleurs, on va le retrouver aussi dans Ginger Snap, où on est autour voilà, du coming of age, du passage à l'âge adulte et de la transformation en loup-garou. Et comme tu le disais, le corps féminin est très utilisé. Dans Chromosome 3, on a toute cette image autour de la mère. On va avoir voilà, le corps féminin qui est un peu un grand mystère et qui est le sujet principal du body horror aussi. Alors j'avais une question que j'ai oubliée entre-temps. Justement, oui, tu as parlé du fait que ce soit transgressif. Le thème de cette année, c'est nos futurs, et aussi sur tout ce qui est contre-culture, cultures alternatives. Et du coup, le body horror est par essence transgressif, parce qu'il met en avant du coup le corps comme on ne le voit jamais et comme on aimerait peut-être ne jamais le voir. Est-ce que c'est punk le body horror finalement? En tout cas, je pense que vous connaissez plus en cinéma que moi, mais j'ai l'impression que dans le cinéma d'horreur, le body horror, c'était déjà le vilain petit canard. C'est-à-dire que dans le ghetto de l'horreur, le body horror, c'était le super ghetto qui était vraiment le truc de mauvais goût et immontable. Donc, ouais, par définition, oui. Puis en plus, c'est des économies aussi de tournage et de fabrication, et y compris dans la littérature d'ailleurs, qui sont à des petites échelles. Donc, c'est un peu punk par essence. C'est un peu ces films crasseux qu'on oublie parfois au fond du vidéoclub. Ça me fait penser au film de Frankenheimer, qui travaille beaucoup autour, notamment dans Frankenhooker, voilà, du travail du corps. Là, c'est très Frankenstein pour le coup, mais dans Basket Case aussi. Et on a pour le coup une dimension très sociale dans ces films où c'est vraiment en fait pour Frankenhooker, c'est justement ce scientifique qui va aller chercher des corps qui peut prendre facilement et dont on s'intéresse pas, donc qui va chercher du côté des prostituées qui se droguent parce que pour lui, en fait, il sait très bien qu'il aura aucune difficulté à récupérer ses corps, et donc ça nous questionne aussi sur qu'est-ce qu'on pense en fait de cette communauté-là, et tous ces films ont tout le temps cette dimension sociale en fait. Street trash aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est à ça qu'on peut le rattacher au punk aussi, pour l'aspect de contestation sociale et de regard aussi souvent très très cru et assez critique sur la société contemporaine du coup de l'œuvre. Du coup, chez Ethan Lauter, c'est vraiment flagrant. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais, je trouve ça punk. Tout à fait. Là, j'ai une question plutôt pour toi qui est auteur. On aborde depuis le début de cette table ronde le body horror comme quelque chose de très visuel. Et toi, justement, comment est-ce que tu
retranscrit cette imagerie extrêmement, oui, tu disais crasseux, tu disais, enfin, on a parlé des fluides, quelque chose qui s'impose à nous par l'image, que ce soit en art plastique ou au cinéma. Comment est-ce que toi tu retranscris ça en littérature? Principalement en jouant sur le rythme, c'est-à-dire en accélérant ou en ralentissant au maximum les descriptions, en occultant certains détails pour mettre l'accent sur d'autres, mais aussi en mobilisant tous les sens. J'écris des bouquins qui sont très olfactifs, par exemple. Et ça, je pense que dans le cadre d'une littérature d'horreur, ou en tout cas qui veut provoquer des émotions fortes, c'est vraiment important de pas se cantonner à montrer des choses, mais à les donner à entendre, à sentir, à donner le grain de peau ou l'aspect gluant ou ceci ou cela d'un fluide ou d'un organe. Enfin, donc voilà, il faut mobiliser tous les sens et surtout jouer sur un rythme toujours très contrôlé en fait. Parce que je pense que c'est le même problème au cinéma, c'est que si on s'attarde pendant 3 heures sur un détail escabreux, il perd toute sa force en fait. Il faut savoir quoi montrer et quoi pas montrer. Finalement, c'est presque plus complet qu'au cinéma, quoi. Là, on a l'odeur qui va avec, quoi. La suggestion, c'est un sacré pouvoir. Hein. Moi, ça me fait penser ce que tu dis à ce que Bradbury disait justement, où il disait qu'il fallait convoquer tous les sens du lecteur pour justement lui faire croire à n'importe quoi, au fait qu'il soit sur la planète Mars. Ça, c'est de toute façon pour toute littérature. Hein. Ouais. Nous, évidemment, c'est exacerbé parce qu'on cherche des émotions très vives et très spécifiques. Mais en fait, une histoire d'amour lambda va aussi convoquer toutes sortes de détails qui vont pas être uniquement la description pure et simple. C'est vrai que le body horror se mélange beaucoup à d'autres genres qui finalement parfois c'est très romantique, parfois c'est pas forcément que de l'horreur et pas forcément, comme on dit, c'est pas forcément que pour d'un côté des séries Z avec beaucoup d'hémoglobine, ça peut être lié à plein d'autres choses. Mais après c'est vrai que oui, c'est censé provoquer des émotions très très fortes et c'est un peu beaucoup lié à la pornographie et c'est un peu j'avais lu qu'en fait c'est les deux seuls genres qui nous font physiquement un effet physique. Enfin, la pornographie va nous attirer physiquement, notre corps physiquement va être excité, et le body horror, si tout va bien, va nous révulser physiquement. On va se sentir vraiment inconfortable et perturbé. C'est plus fort que nous. C'est pas seulement une sensation de joie ou de tristesse comme on peut avoir devant une autre œuvre. Là, c'est vraiment physiquement, on le ressent. Pour la pornographie et pour le body horror, voilà, que ce soit du rejet ou de l'attraction. C'est marrant que tu parles de ça parce que je suis éditeur d'une collection porno pour la Musardine. Et un des critères de manuscrits qu'on reçoit, c'est justement est-ce qu'ils vont être excitants ou pas. C'est-à-dire qu'on est plus enclin à refuser un bon manuscrit qui est plat sur le plan libidinal qu'un mauvais qui va exciter le lecteur ou la lectrice. Et donc c'est assez paradoxal. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un genre qui doit convoquer tous les sens ou du moins te faire vivre en fait ce qui se passe devant toi. Et ça me fait penser, dernièrement, j'ai vu Earwig et donc c'est une petite fille qui a un système en fait de mâchoire parce qu'elle a pas de dents et qui du coup il y a une récupération de sa salive et j'ai eu l'impression d'avoir trop de salive durant tout le film. Vraiment, ça m'a convoqué. Donc et ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Ça peut nous mettre très mal à l'aise, comme nous faire vivre voilà un petit bout du film. Et là, en tout cas, le body horror marchait très bien sur ça. Parce qu'on voyait système, on avait l'impression d'être poisseux durant 1h30. Ouais, c'est extrême, quoi. C'est vraiment la quête, en fait, de l'horrible, de l'excitant et du mignon, quoi, qui sont vraiment les trois trucs, en fait, qui marchent depuis la nuit des temps, quoi. Du coup, on est là sur une question de... Normalement, ça nous provoque du rejet, mais on a aussi parlé de plaisir. Du coup, on est tous d'accord qu'il y a une grande dimension cathartique dans le body horror, mais au fond, je sais aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder ça, qui trouvent ça vraiment trop répugnant. Nous qui sommes tous là dans cette salle, j'imagine, et autour de cette table ronde, amateurs de body horror, qu'est-ce qui fait qu'on continue à regarder ? Je vais parler pour mon domaine qui est plus la littérature. Déjà, une des grandes différences entre un bouquin et un film, c'est que le bouquin peut aller, à mon avis, beaucoup plus loin, parce que le lecteur a toujours la possibilité de refermer, faire une pause, alors qu'un film, bon, t'es un peu prisonnier de la volonté rythmique du réalisateur ou de la réalisatrice, et donc ça change un peu les choses. Mais surtout, je pense que ce qui fait continuer à regarder l'œuvre, c'est le plaisir avant tout. Enfin, ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit mes trucs, c'est-à-dire qu'au début, j'écrivais des bouquins vraiment absolument horribles et sans échappatoire pour les pauvres lecteurs. Et maintenant que j'introduis, du coup, avec la forme, avec la langue, avec les personnages, un vrai plaisir de lecture,
Bah, je peux aller plus loin en fait dans les saloperies que je raconte. Donc c'est non, c'est le plaisir de lecture en fait ou de visionnage qui compte avant tout. Bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est très cathartique. C'est vraiment, souvent avec l'horreur justement, parce qu'on sait que c'est pas vrai, c'est très loin de nous. Quand on voit des choses très grotesques avec beaucoup de sang, il y a une certaine distance de se dire, ok, c'est un sujet qui peut être un peu touchy, mais c'est loin de moi, ça ne peut pas m'arriver, et du coup, bah, ça fait du bien et ça détend. Moi, ça me détend beaucoup. C'est vrai qu'il y a un côté épuisement physique dans l'horreur et ça rejoint la pornographie justement. Et on sort de là-dedans. Enfin, quand c'est bien fait, on sort de là-dedans lessiveux. À tous les sens du terme. Je pense qu'on est fasciné de toute façon parce que déjà il y a un côté presque un peu rassurant aussi de dire bon moi je suis pas en train de rentrer en décomposition ou on regarde souvent je pense aussi oui d'une certaine façon pour se rassurer. Après en même temps on est aussi touché, on se sent concerné. Encore une fois la maladie, la vieillesse, la perte d'un membre par exemple, c'est des choses qui sont très concrètes et qui peuvent très bien nous arriver ou nous être arrivées. Mais du coup, effectivement, ça convoque les peurs comme tous les autres genres horrifiques. Mais en plus, dans celui-ci, il va y avoir effectivement peut-être cette fascination de aussi qu'est-ce qui est possible de faire quand on va dépasser les limites de ce qu'on pouvait imaginer, quand ce serait quelque chose de pas du tout naturel au niveau des organes, au niveau de que c'est hyper perturbant parce qu'en fait c'est quelque chose de familier. Parce que ça reste quand même, on reconnaît une langue, des dents, un sexe, etc. Mais c'est mis n'importe comment, ça suinte de partout. Enfin, du coup, on reconnaît ce que c'est, mais ça nous perturbe parce que bah, ça devient un amas de chair et c'est voilà. Je pense que ça nous intrigue, ça nous attire aussi bizarrement. Oui, je pense que tu as raison, tu as le côté subversif et aussi le côté métaphorique de ça nous parle de choses qu'on vit en fait au quotidien à travers des métaphores de choses totalement impossibles, quoi. Et d'ailleurs, Cronenberg, quand il parle de la mouche, en fait, il dit que c'est carrément une métaphore de la vieillesse. Il dit, mais oui, mais n'est-ce pas fascinant? Je veux dire, vous et moi, on vieillit en permanence et on voit bien en fait comment notre corps devient déplaisant et il arrive que l'esprit aussi devienne déplaisant et tout. Et du coup, il arrive à le décrire tout d'un coup comme quelque chose de vraiment complètement fantastique et surnaturel en fait. Donc du coup, c'est vraiment, ouais, je dirais, comme tu dis, la subversion et le côté métaphorique, quoi. Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, ça fait aussi appel à des angoisses qui sont dans notre expérience de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ça fait appel aux angoisses qu'on a vécues à l'adolescence, à l'enfance, enfin, le corps qui change, qui prend un aspect bizarre, le comportement qui prend un aspect bizarre et les fluides, évidemment, ça nous parle. On a grandi comme ça, on vient de là. On a appris à contrôler nos fonctions organiques, notre voix a changé, notre sexualité est apparue. En fait, on est que des mutations successives. Plus après la mutation finale de la vieillesse et de la mort, quoi. Mais ouais, donc en fait, c'est un genre qui parle essentiellement de l'humain dans ce qu'il a de plus intime, de plus organique, de plus intime. Sans même parler de maladie et tout, je veux dire vraiment dans ce qu'on est en tant qu'humain, quoi. Puis le physique lié comme tu dis un petit peu, enfin comme vous sous-entendez, le physique lié aussi au mental. Et comment aussi, souvent on voit dans ces personnages, alors, je suis désolée, je reprends un peu l'exemple de cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a par la métamorphose et quelques autres trucs. Mais il y a la charogne de Baudelaire aussi, qui est hyper intéressante parce que là, on sexualise en fait un cadavre pendant tout le poème. Et donc c'est assez particulier, mais c'est vraiment du body horror quand même. Et mais c'est vrai que du coup ah oui, non, le physique et le mental. Ah oui, que finalement, on voit que au début, les personnages très souvent, ils sont d'abord un peu paniqués par ce qui leur arrive, ils essayent de comprendre, et ensuite, quand ils se rendent compte que voilà, ça va pas marcher, ça va pas, il y aura pas de retour en arrière, etc. À ce moment-là, ils se redécouvrent aussi. Il y a un mental qui change. Donc, parfois, comme on disait, donc l'impression de surpuissance du personnage, ou alors au contraire, il va y avoir complètement toute une transformation aussi de son rapport aux autres. Il va y avoir le rejet, comme tu disais, dans la métamorphose, c'est ça aussi. Le rejet des autres et la méfiance aussi. Enfin, c'est voilà, la peur d'être contaminé, the thing. Enfin, c'est vrai que ça engendre tout un tas de mentalités du groupe d'humains qui entoure la personne contaminée et la personne elle-même. Ah, puis tu viens de dire un truc que j'avais pas pensé, c'est vrai que par rapport aux autres domaines fantastiques, il y a un côté irrévocable. Ouais. C'est-à-dire qu'on cherche pas à guérir quand on est the thing ou quand on est la mouche, on cherche à faire avec en fait. Alors que dans d'autres thèmes fantastique comme le vampirisme, par exemple, il y a pas mal d'histoires qui sont au contraire fondées sur le fait qu'on va essayer d'en revenir. Alors dans le body horror, si je dis pas trop de bêtises, je pense qu'effectivement on est plutôt enclin à tenter de faire avec ce qu'on a subi, quoi.
ce qui change beaucoup de choses. Oui, puis il y a des cas plus ou moins définitifs comme le zombie qui va qui va se voir pourrir. Bon, il y a des films qui sont beaucoup plus graphiques que d'autres, mais il y a cette notion voilà de se voir en décomposition, de perdre ses membres, d'essayer de se manger parce qu'il y a aussi des zombies qui veulent pas devenir zombies, comme je disais avec Le Retour du Mort-Vivant 3, où il y a vraiment justement cette notion en fait de la douleur et du plaisir en fait qui est présente parce que du coup pour éviter de manger, on va se faire mal et du coup se faire des modifications corporelles. Et après, ce qui est très intéressant aussi dans le body horror, c'est ce qu'on choisit de montrer et ce qu'on choisit de ne pas montrer. Et parce que des fois, on est bien plus traumatisé par une scène en hors champ que par quelque chose avec beaucoup de sang, beaucoup de gore. Et justement, encore une fois, ça fait appel à nos sens. C'est très intéressant. Et là, on revient aussi au côté punk, c'est-à-dire que c'était aussi des contraintes économiques et de moyens simplement de filmer, qui donnent aussi ce hors-champ et cette subtilité, mais qui était en fait née avant tout d'une contrainte qui n'avait pas forcément été choisie. Et ce dont tu parles du plaisir de se manger soi-même, il y a aussi c'est le film Dans ma peau, Marina Devan, où l'histoire d'une femme qui se blesse et qui va commencer en fait à se lacérer elle-même et à prendre du plaisir à s'enlever des petits bouts de peau et puis les manger petit à petit, je crois. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais en tout cas il y a ce plaisir vraiment charnel à s'automutiler et à détruire son propre corps et à s'infecter, se surinfecter. Enfin un côté que on pourrait trouver ça cauchemardesque. Voilà, dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de dire mais qu'est-ce qui se passe dans son esprit, pourquoi ça lui plaît autant, pourtant elle se destine à la mort si elle continue comme ça, et pourtant elle peut pas s'en empêcher comme une drogue, et c'est vrai que ça rejoint la fascination qu'on a pour ces personnages aussi. Mais même comme le personnage dans La Nuée, bon, qui ne se mange pas là, mais qui va du coup pour réussir à survivre, choisir de donner son corps comme ça pour vraiment à tous ces insectes qui vont en fait la manger. Et elle voit qu'elle est en train d'avoir plein de bouts d'insectes. Il y a une scène qui est très graphique où elle s'enlève en fait des morceaux d'insectes qui lui ont sucé le sang. Et du coup, elle est complètement défigurée et elle continue jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper en fait. Et elle est tellement dans l'engrenage qu'elle s'en rend presque plus compte. Et là, c'est un film qui mélange du coup le drame et le body horror. T'as évoqué la charogne et c'est intéressant parce que je me suis posé la question est-ce que le body horror c'est forcément le corps humain? Comme si on avait besoin que ce soit forcément un miroir et que si c'est une autre créature, un monstre, un animal, un robot qui serait modifié, qui serait transformé, qui serait détruit, du coup, ça ne fonctionne plus. Pour moi, je dirais que c'est essentiellement humain et que ça parle en gros, qu'est-ce qui fait l'essence de l'être humain, et ça nous interroge sur la condition humaine. Donc pour moi, c'est ça la définition du body horror. Mais je pense que c'est vrai pour toute fiction en fait, c'est-à-dire que même une fiction body horror ou pas qui va mettre en scène un robot, un animal ou une créature extraterrestre, va de toute façon le faire de sorte qu'on va s'impliquer en tant qu'être humain là-dedans. Une fiction qui parlerait pas de nous, lecteurs, ou nous humains au sens large, je sais pas si elle aurait un intérêt quelconque en fait. Oui, je vous rejoins. En fait, pour moi, ça part du corps humain. Alors après, ça peut être décliné avec le loup-garou, avec Frankenstein. Ça peut être la figure du monstre, mais ça doit toujours être au départ le corps humain, ses transformations et tout ce qu'il y a avec. Mais je vois pas effectivement sur la figure du robot. J'ai du mal à imaginer. Je pense que c'est essentiellement le corps humain. Après, il y a les mélanges homme-machine qui marchent très bien dans le body horror aussi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'organique un petit peu. Parce que, alors le robot, s'il est un peu humanoïde, il va avoir ce côté perturbant. Mais c'est vrai que le body horror, enfin en tout cas, après moi c'est comme moi je l'imagine, il y a quand même quelque chose justement d'un peu poisseux, ça peut pas être juste du métal froid. Le robot doit être mélangé avec quelque chose, même pas forcément humain, ça peut être animal, mais il faut que ce soit un peu vivant, un peu organique. Et je sais pas si, mais après peut-être que, oui, c'est une très bonne question. Mais de toute façon, on se heurte aussi à ça en tant qu'auteur et autrice, c'est nos propres limites. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va parler d'humain. De toute façon, même si on raconte l'histoire d'une bouteille d'eau, elle va être, d'une façon ou d'une autre, assez humanisée parce que nous, on est humains, on peut pas raconter. Enfin, notre esprit est humain, on a guère le choix. On est sur les fluides là encore. Pourtant, moi, je trouve que ça fonctionnerait peut-être. La cristalline, quand même, c'est assez modéré comme fluide. Le body horror de la cristalline. On est sur une question du corps qui est montré.
On a aussi parlé de hors-champ. Je pense qu'il y a dans le body horror un effet qui repose sur ce qui est montré et ce qui est caché. Et notamment, on dit aussi le corps social, finalement. Le corps social qui cache les corps, ou en tout cas qui les normalise, qui les régit, on peut pas faire n'importe quoi avec notre corps, du fait qu'on vit en société. On s'était dit qu'on allait tous vous imaginer tout nus, mais qu'en fait ce serait vachement plus drôle si on le faisait pour de vrai. Mais que en fait c'est pas possible. On peut pas comme ça exposer son corps. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et je pense par exemple aux gens qui sont scarifiés, très tatoués, qui ont comme ça qui utilisent leur corps comme un objet de subversion, ou en tout cas de punk. On retourne sur le punk. Dans quelle mesure, du coup, le body horror, il nous permet aussi justement d'exposer ses corps, et peut-être en fait comme on aimerait les exposer, ou peut-être d'une manière moins conventionnelle, pour remettre en cause. En fait, je demande la dimension politique, voilà, du body horror. C'était là à la fin de ma question, et j'avais envie d'avoir votre avis dessus. Je crois que c'est comme dans tous les genres en fait, c'est-à-dire enfin tous les genres littéraires ou cinématographiques, que ce soit le polar, la science-fiction, le porno, l'horreur, dans toutes ces catégories de body horror donc notamment. C'est aussi une manière pour les créateurs et les créatrices d'aller voir sous le tapis en fait. Donc si la société est un ensemble de conventions quelconques, donc qui mettent en avant par exemple la santé, le fait d'être en vie, ben on va aller voir ce qui se passe du côté de la maladie et de la mort. C'est la fonction principale de la fiction pour moi, d'aller sous ce tapis là en fait. Et donc le body horror est un des moyens particulièrement aigus d'aller explorer le corps dans ses dysfonctionnements, dans son identité, etc., etc. Bah, carrément, moi ça me fait penser en fait à quand je faisais des ateliers de bande dessinée avec des enfants. Un jour, j'ai retrouvé une BD qui m'a fait trop rigoler, faite par 2 enfants de CP ou CE1, qui s'appelait Ange et Nassim, et qui se mettaient en scène en train de faire plein de bêtises, et il y avait une casse, et c'était Ange et Nassim font caca devant le maître, et ils sont sur l'estrade dessinés en bonhomme bâton, et c'était tellement cathartique, ça m'a fait trop rire, quoi, parce que c'est vraiment le truc interdit par excellence, quoi. Il y a côté carnavalesque, effectivement, on fait ce qu'on n'a pas le droit de faire. On montre des gens nus, on montre des gens difformes, on montre des organes qu'on ne montre pas en principe. Enfin là, il y a aussi ce plaisir-là, ce qu'on parlait de plaisir tout à l'heure, c'est aussi le plaisir comme tu dis, de faire et de montrer ce qui était interdit au départ. Ah mais totalement, il y a des body horror qui sont dans l'extrême. C'est vraiment, justement, ça devient burlesque limite, et qui parfois sont très carnotouresques et pourtant sont hyper politiques en fond. Mais il y a ce côté transgressif, on se dit allez, on donne tout là, on va mettre des bacs de sang, de fluide, on en revient encore au fluide. Et voilà, c'est un peu le mauvais élève qui dit on va tout donner, on va se faire plaisir. Ah, c'est vrai que je pense que c'est le cinéma subversif en règle générale, qui va justement pas montrer les corps qu'on voit tout le temps dans les médias, qui justement politiquement nous sont exposés en permanence comme un modèle à suivre, des corps extrêmement normés, extrêmement jeunes, très souvent en pleine santé, etc. Et d'aller justement nous confronter à d'autres corps qui se retrouvent dans le body horror, en tout cas plutôt dans une situation de souffrance, et clairement pas esthétique. Après c'est une forme d'esthétisme, mais pas tout le contraire de ce qu'on devrait être, de ce qu'on nous impose d'être, et de comment nous tenir en société. Et là voilà, un corps qui déborde, où ça part dans tous les sens, qui dépasse les limites de la peau, qui part, c'est vrai que c'est complètement aberrant, et du coup c'est de le montrer en soi, ça a quelque chose de politique. Et comme souvent, c'est un peu comme la métaphore du monstre, c'est souvent des métaphores comme on disait, de rejet social, de personnages qui vont être finalement, qui vont se retrouver mis de côté par la société ou très isolés parce qu'ils rentrent plus dans cette norme. Donc il y a peut-être cette métaphore qui peut sembler un peu facile comme ça, mais qui, je trouve, est aussi une façon intéressante d'aborder notre... Non, elle est pas facile, c'est une métaphore essentielle en fait. Enfin, c'est vraiment pour ça, je crois, qu'on fait tous des films, des bouquins ou même des disques en fait. C'est pour aller justement chercher ça. Enfin, c'est une contre-esthétique en fait. Quand je dis facile, c'est le côté c'est différent, donc ça critique la société parce qu'il n'est pas comme les autres. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile de faire du body horror, c'est sûr. Et... On est presque dans le happening en fait, finalement, qui a
qui a utilisé ces méthodes-là. Faire caca sur le bureau du maître. Finalement, il y a eu des artistes plasticiens qui ont exploré ce genre de méthode artistique. Je pense aussi à Orlan, par exemple, qui est une plasticienne qui a mis en scène son corps dans de nombreuses œuvres, et notamment qui s'est fait poser des prothèses en silicone sur le visage. En direct, à l'époque c'était pas en direct à la télévision, ça a été retransmis par satellite, et elle était consciente et elle récitait des poèmes pendant qu'elle se faisait opérer ça a été retransmis dans des tas de galeries, et qu'elle se faisait poser ces prothèses sur le visage, qu'elle a toujours d'ailleurs, où là peut-être c'est peut-être une forme de body horror dans la vraie vie, où elle est allée jusqu'au bout de son concept et qu'elle a modifié son propre corps. Pour en faire une œuvre artistique. Donc ma dernière question, je pense, sera jusqu'où on peut aller. Dans la vraie vie, du coup, si on parle de body art, on a nos limites physiques évidemment, mais dans la fiction, je suis pas sûr qu'il y ait des limites particulières. Tant qu'on a des idées scabreuses et des lecteurs ou des spectateurs qui suivent, on peut y aller. Tu parles d'Orlan, c'est assez intéressant parce que justement, elle a poussé une nouvelle limite parce que il y avait déjà des performances avec le corps et tout, mais là vraiment, elle a choisi de transformer son corps, de faire une transformation corporelle et d'en faire son œuvre. Son œuvre, c'est la transformation, c'est la captation, mais c'est aussi le résultat et son corps. Elle a fait de son corps une œuvre d'art. D'ailleurs, je sais pas si elle cherche les mêmes choses que nous en body horror. Je pense pas que le body art et le body horror soient tout à fait sur les mêmes intentions. Je suis pas sûr. J'allais te demander, tu peux développer? Non, parce que je connais pas très bien le body art ni son histoire, mais j'ai plus l'impression que c'est une question d'appropriation d'un matériau qui est peu utilisé, d'identité, mais plus d'identité artistique que de critique sociale. Enfin, arrête-moi si je me trompe. Mais moi, j'y connais pas grand-chose. Ouais. Mais le peu que je connais du beau d'Orlan, j'ai pas l'impression que ça soit une manière de questionner le corps en général. En fait, c'est plus le sien. Là où le body horror va être plus, et surtout Orlan, je pense pas qu'elle veuille susciter des sentiments négatifs type dégoût ou effroi. Je crois pas que ce soit son délire. Mais il y a un côté un peu quand même de reprendre le contrôle en fait, et qu'il y a aussi dans le body horror qui est dans le genre puisque de toute façon ça va nous arriver, alors au moins on contrôle en fait, et c'est nous qui décidons d'imaginer tous les trucs horribles qui pourraient nous arriver, et donc, du coup il y a un côté fou dans le travail d'Orlan de se modeler le corps. Ouais, mais je pense pas qu'elle se pense elle-même comme horrible. Enfin, Non, mais par contre, je pense qu'elle est dans le contrôle. Elle sait que du coup, elle contrôle un truc sur un truc incontrôlable normalement, tu vois, qui est la donnée aléatoire du corps que t'as, de l'enveloppe que t'as. Et elle va la modeler à sa guise un peu, quoi. D'autant plus pour une femme, peut-être. Oui, et puis elle a toujours utilisé son corps pour faire passer des messages dans ses œuvres. C'était toujours vraiment pour happer le regard et faire passer son message. Par contre, effectivement, il n'y a pas du tout cette notion d'horreur, de choc. Enfin, je pense pas que ça soit du tout une volonté. C'est vraiment plus, ok, je vais pousser les limites, je vais vous faire passer un message, mais là, on n'est pas du tout dans l'horreur, effectivement. J'allais juste dire que oui, je pense qu'aussi une des limites du body horror dans la vraie vie, c'est aussi un truc auquel on va tous passer normalement, c'est la décomposition. Donc, c'est un joli dimanche. Après les élections, la décomposition. Mais du coup, normalement, on va tous y passer un jour ou l'autre. En tout cas, on va mourir. Et du coup, c'est vrai que d'imaginer notre corps qui finira en fluide, dans la peau qui se décoche, enfin, voilà. Et après, pour à la fin, devenir juste de la poussière. Après avoir été tout cet amas un peu dégueulasse, oui, je pense que c'est un truc assez fort, quoi, de se dire que finalement on se confronte à ça, on le regarde sans trop y penser que ça nous arrivera un jour, mais finalement de se faire bouffer par les insectes et tout ça, oui, c'est la réalité, quoi. D'ailleurs, ça, on en revient à la notion de tabou, puisque effectivement, ce que tu dis là, c'est un rapport très contemporain à la mort, où la mort, en tout cas ses effets physiques, comme la dégradation et tout ça, sont soigneusement cachés par le corps social, alors qu'il y a quelques générations en arrière, on était beaucoup plus proches des cadavres de nos familiers notamment. Et je pense pas que le body horror ait eu un intérêt quelconque au Moyen-Âge, par exemple, puisqu'on était déjà suffisamment confrontés en vrai, en fait, à ces notions-là. C'était body horror, le Moyen-Âge. C'est une très belle. On est sur la mort là actuellement.
Du Bienvenue. coup, on peut peut-être lancer les questions, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. J'ai hâte de voir les questions du public sur le body horror. J'espère que vous en avez, et que vous en avez plein. Moi, j'en ai une, avant tout. Ah. Ouais, je me permets. Est-ce que vous avez des œuvres qui ont lancé le body horror? Est-ce que parmi vous, vous avez des idées d'œuvres qui ont marqué le début d'un genre? Alors, est-ce que je fais une aparté du coup, officiellement, le début, la première fois que le terme body horror apparaît, c'est dans une critique de The Thing, donc c'est 82. Mais je pense qu'il y avait déjà du body horror avant, mais du coup, voilà. Bah, ça, avec c'était le Kafka, moment. tu avais assez raison. Hein, ouais, c'est quand même un texte assez fondateur du truc. Donc, est-ce que Salo de Pasolini, est-ce qu'on commence à approcher dans des... Moi, j'allais dire, au niveau du ciné, par contre, parce qu'effectivement, oui, après, il y avait enfin, comme on a parlé de la charogne et tout ça, je pense qu'il y en a depuis toujours du body horror. Après, voilà, ça s'appelait pas comme ça. Mais au niveau du cinéma, bah, déjà, il y a la Féline, Cat People, où c'est une femme qui se transforme du coup en panthère, et c'est quand même une forme de body horror parce qu'il y a une transformation. Là aussi, je crois qu'il y a ces années 30, il me semble. Et ce qu'il y a aussi là, c'est je crois que c'était une critique en fait par rapport à l'hétérosexualité de la protagoniste. Bon, c'est vrai qu'on voit pas la transformation, mais c'est quand même. Enfin, en tout cas, j'avais lu que certaines personnes parlaient de body horror pour la Féline. Ouais. Il y avait aussi des personnes qui en parlent pour le film Freaks, Ah bah où il y a oui, aussi carrément. le discours de finalement les affreux. Ce sont les valides et les personnes, les stars en fait du spectacle, qui sont très belles, très jeunes, blondes, etc. sont un peu les monstres. Et puis il y avait vous voyez Frankenstein, t'as dit aussi. Donc, Ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi tous les contes, hein, il y a les métamorphoses d'Ovide, enfin, et puis tous les contes vraiment très très anciens, genre les souliers rouges où l'héroïne danse avec genre des souliers rouges et les souliers se mettent à danser tout seuls et à la fin elle doit s'amputer des pieds. Enfin, il y a des trucs vraiment super trash au niveau corporel dans les contes en fait. Donc je pense que ça a toujours existé en fait depuis que les êtres humains ont commencé à se raconter des histoires, quoi. C'est vrai que l'horreur dans les contes, de manière générale, c'est assez trash. Que ce soit La Petite Sirène ou encore Cendrillon, on est avec des trucs très sanglants. Bonsoir. J'ai une question sur vous avez beaucoup parlé du body horror comme représentation de choses qu'on vit en fait, la souffrance, la maladie, la mort, des choses vachement fun. Et je voulais savoir s'il y avait, si pour vous le body horror pouvait représenter aussi l'altérité complète, c'est-à-dire est-ce que par exemple, vous parliez des robots tout à l'heure, est-ce que Terminator 2, le T-1000, qui est une créature humanoïde mais en métal liquide, donc pas du tout organique, contrairement à Schwarzenegger, qui lui a une enveloppe de chair, donc ça pourrait être du body horror. Est-ce que le T-1000, qui lui est une caricature d'humain et qui à la fin se dévoile de manière totalement animale avec des cris horribles qui n'ont plus rien d'humain, est-ce que pour vous ça, par exemple, ce serait du body horror? Et je pensais par exemple à The Thing, qui pour le coup ne parle pas tellement du corps humain que d'une infection, de quelque chose d'une altérité complète. C'est que la créature n'a plus rien d'humain et c'est cette imitation de la forme humaine qui est terrifiante, plus que sa forme véritable. Donc voilà. Je sais pas si je le mettrais vraiment dedans parce que du coup il y a toujours cet aspect qu'il faut quelque chose d'organique comme dans Tetsuo par exemple ou Akira. Par contre, il y a certains films ou séries où la frontière elle est très mince. Je pense par exemple à Westworld avec justement ces robots qui sont tellement humains, qui sont tellement réalistes qu'on en oublie que ce sont des robots et par moments on est vraiment à la limite du body horror, c'est-à-dire que certains robots sont faits à l'ancienne et quand ils ouvrent leur tête et qu'on redécouvre que c'est des robots, là pour moi la frontière elle est très mince parce que on les humanise tellement d'ailleurs ils deviennent humains que du coup là on est à la limite, mais effectivement pour moi Terminator je suis pas sûre. The Thing, je pense que justement il y a quand même de l'humain, enfin de l'humain, pas de l'humain, mais ce qu'on disait de la viande, quoi. Il y a un truc, on retrouve des dents, on retrouve des yeux, on retrouve des pattes, des poils, toutes ces éléments-là. Je pense que ça, pour moi, c'est vraiment du body horror. Pour Terminator 2, je saurais pas dire, je suis désolée, j'ai aucun souvenir.
C'est vrai que ça demande peut-être un peu de chair. Mais en tout cas, pour The Thing, c'est vraiment le côté, voilà, il y a de la viande quelque part, donc ça marche. Après, je vous laisse pour Terminator. Et je crois que je vois ce que tu veux dire et c'est super intéressant la question dans The Thing, c'est vraiment l'abstraction en fait, c'est de l'abstraction pure au final et Carpenter, il s'est vachement interrogé sur ça avec aussi Fog où ça devient un brouillard, enfin sur comment le mal en fait devient voilà quelque chose et donc c'est vrai que ça peut se retrouver dans effectivement comme tu dis, il y a de la chair et en même temps ça nous parle aussi d'autres choses, de plus éloignées et de plus concept en fait quoi, vraiment plus des idées quoi, parce que c'est vraiment ça avec la chose quoi. Bonjour. Alors merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le body horror. J'ai appris du coup ce terme hier, mais au final, effectivement, dans les œuvres que vous citez, j'en connaissais pas mal. Ma question, c'était qu'on parle beaucoup là de métal, de biologique, mais est-ce que vous auriez par exemple des œuvres de référence en body horror sur des personnes qui se transforment par exemple en végétaux ou ce genre de choses? Je pense à Body Snatchers, typiquement, surtout celui des années 70, où on a vraiment ces plantes qui vont recréer, là c'est recréer des clones d'humains, mais du coup là tout de suite je pense à ça. Puis il y a aussi une scène dans Creepshow, il y a un extrait dans Creepshow, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, il y a un homme qui commence à avoir de l'herbe qui lui pousse sur le corps, et c'est vrai que je sais pas si c'est du body horror, mais effectivement, il y a un truc végétal qui se passe. C'est Stephen King d'ailleurs qui joue qui joue le personnage. Exactement. Ouais. C'est ça. Et du coup, comme il commence à se retrouver recouvert d'une plante qui commence un peu à lui bouffer le corps, quoi, je crois. Enfin, c'est vrai que il y a peut-être quelque chose, de. Il y avait le film Annihilation aussi, qui était avec. Je crois que c'était Nathalie Portman. C'était un film qui était sur Netflix et où justement c'est une entité extraterrestre avec. Qui mélange tout en fait, tout ce qui est végétal, animal et humain, et du coup ça fait tout se mélanger. Donc ouais, je pense carrément ça peut totalement rentrer dans la thématique, même si on se mélange avec des animaux. Ouais, l'essentiel c'est juste de transformer le corps d'une façon un peu jouissive et effectivement un peu. Mais il y a aussi c'est une super référence dans Chair de poule. Il y avait un épisode justement avec une plante maléfique qui retransformait les humains en plantes, mais ils gardaient l'apparence des humains. Et quand ils se coupaient, là ils étaient verts, donc on se rendait compte que c'était des plantes. Donc Troll 2, c'est du body horror, voilà. La créature des marais aussi. Wes Craven. Ouais, merci à tous les 5. J'avais une question. Alors, je trouve on aurait tendance à penser que le body horror, c'est un genre qui est pas récupérable par l'industrie, le grand public et tout, parce que ça montre des trucs trop trash, trop extrêmes. Et en même temps, on vient de vivre un truc intéressant il y a quelques mois. Il y a un film de body horror qui a eu la Palme d'Or à Cannes, Titan. Je pense qu'on peut le rapprocher du genre, à mon avis. Et du coup, ma question, comment vous voyez le présent et l'avenir de ce genre ? De toute façon, toute l'histoire de tous les genres, en fait, obéit à peu près au même schéma. Des francs-tireurs à la marge produisent et créent des trucs qui sont irrécupérables en apparence, puis finissent par être récupérés par la culture mainstream, et d'autres francs-tireurs déboulent et font des trucs encore plus absurdes. Enfin, toute l'histoire de l'horreur et même du polar et même de la science-fiction est fondée là-dessus, en fait. Maintenant, on voit des scènes ultra gore dans n'importe quel film normal. Il y a 20 ans, c'était impensable. Ouais, c'est vrai que c'était fou de voir Titan se faire récompenser. C'était vraiment génial, quoi. Ça faisait vraiment se dire, ouais, un film mauvais genre peut avoir la Palme d'Or. C'était trop bien. Mais ça n'arrivera pas à nouveau, rassure-toi. Ouais. Non, mais je pense que après, je sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi j'ai grandi avec M6 et du coup tous justement les produits M6, la trilogie du samedi, les contes de la crypte, et du coup ça a façonné un imaginaire très mauvais genre en fait. Chez pas mal de nos contemporains, j'ai l'impression, et donc c'est cool parce qu'aujourd'hui, ces générations adorent tout ce qui est considéré avant comme un peu un médium infantile, quoi, en fait. Oui, puisque tu parles de génération, c'est effectivement les gens qui avaient 15 ou 20 ans dans les années 80 qui sont maintenant au poste de décision et qui ont l'échiquier. Du coup, ça ouvre aussi beaucoup de choses. Ouais, carrément.
Après, je pense qu'il y a aussi des œuvres qui sont très très connues du grand public et qui ont quand même quelques petites scènes ou des petits bouts de body horror. On parlait hier soir, je crois, de Indiana Jones, la scène où il y a le personnage qui va boire dans le calice et qui se liquéfie devant la caméra. Je trouve que c'est un peu quand même du body horror parce que là, quand même, on passe dans le fluide à fond. Donc, je pense qu'il y a aussi des œuvres grand public qui ont des petits morceaux de body horror. Après, voilà, des petits De toute morceaux. façon, Spielberg, effectivement, c'est un peu un passeur entre les genres et le mainstream. Il a beaucoup fait ça en tant que producteur, même en tant que réalisateur. Il met souvent des petits bouts de mauvais genre dans ses films. Et je pense il le fait tout à fait consciemment, d'ailleurs. Ouais. Mais même comme le body horror et l'horreur par extension sont présents dans tellement de genres, c'est une sphère très large. Après, j'ai l'impression que l'horreur et le body horror seront toujours quand même des genres un peu mis de côté. Quand même, il y a ce côté-là où même quand un film d'horreur va gagner un prix, on va dire maintenant c'est plutôt un thriller psychologique. Et c'est plus que de la SF. donc voilà, du coup, il y a quand même ce côté un peu non, mais j'ai pas aimé un film d'horreur, c'était un thriller. Bonjour, on entend? Ah oui, bonjour. Moi, je suis totalement je suis presque novice dans le cinéma d'horreur et le body horror en général. J'ai vu que très récemment les films de Cronenberg. Question simple, comment est-ce qu'on peut différencier le body horror du gore? Ah, c'est marrant, je pensais à ça tout à l'heure parce que je me demandais si Branded, justement, ça rentrait dans la catégorie body horror. Et effectivement, je sais pas. En fait, il y a pas forcément, enfin, pour moi, hein, je pense, il n'y a pas forcément du sang dans le body horror. Alors que dans le gore, en principe, ça passe par le sang. Et du coup, le body horror, ça peut être simplement des mutations, des corps en changement, mais pas forcément, il n'y a pas forcément du sang à un moment ou à un autre. Enfin, c'est peut-être très basique et peut-être pas du tout ça, mais c'est comme je l'imagine, moi, la différence, la frontière. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que le gore est une sous-catégorie du body horror? C'est une bonne question. Non, je pense pas parce que, enfin, ok. Vraiment une question, j'ai aucune idée sur laquelle. Non, parce que par exemple les torture porn, je sais pas si, enfin, est-ce que les scènes extrêmement gore, parce qu'en même temps, voilà, parce qu'on perd aussi, après, si on perd le côté mutation, contamination, transformation, si c'est juste quelqu'un qui torture quelqu'un d'autre, est-ce qu'on reste dans le body horror? C'est vrai que je saurais pas dire. Sincèrement, je sais pas. Ouais, le gore, c'est peut-être juste plus de la violence, mais un peu pour de la violence, quoi, ou je sais pas, plus... Ouais, un côté, voilà, zigouiller, des gens qui zigouillent, alors qu'en fait, ça va être plutôt des mutations du corps pour le body horror, sans lien avec le côté... film d'horreur, course-poursuite et trucs comme ça, quoi, je pense. Après, je pense que c'est compliqué parce que la frontière entre les genres, de manière générale, notamment dans l'horreur, ça peut vite passer d'un genre à un autre. Mais en l'occurrence, je dirais que c'est vraiment une question de mise en scène, de mise en scène du corps, de mise en scène de la transformation, de mise en scène de la douleur. Tu parles du torture porn. Effectivement, peut-être que certains torture porn peuvent rentrer dans le body horror suivant comment c'est mis en scène, par exemple. Je pense que, par exemple, il y a des films qui sont pas du tout de l'horreur, comme La Piel qui habito, qui, moi, en l'occurrence, je trouve que ça pourrait faire partie des body horror. Effectivement, c'est très compliqué. Et pour The Sadness qu'on a vu récemment, ce serait plus du gore que du body horror. Ouais. Je pensais à Swallow aussi. De l'histoire d'une femme qui ne peut pas s'empêcher, c'est une vraie maladie, qui ne peut pas s'empêcher d'avaler des petits objets au péril de sa vie finalement, mais ça devient une véritable addiction. Et là, on n'a vraiment aucune scène gore, mais pour moi, on n'est pas très loin du body horror quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est du fait du ressenti de son corps. Elle s'écoute beaucoup. Nous aussi, on écoute ce corps en souffrance et en addiction. Donc c'est peut-être là, effectivement, le genre toujours un peu, c'est toujours un petit peu difficile à déterminer. Et voilà, on en parlait hier. On citait des tas de films en se demandant c'est du body horror ça, et on était jamais vraiment sûr. Peut-être qu'on pourrait se dire que le body horror met le corps qui souffre au centre de la narration, c'est-à-dire que c'est le corps qui souffre qui raconte l'histoire, alors que dans le gore, le corps qui souffre est plutôt un élément périphérique et pas le narrateur ou le héros de l'histoire. Et aussi le fait que le body horror ne soit pas forcément dans la démonstration comme pour le gore, mais aussi dans l'imaginaire.
Je pense à Goodnight Mommy, où on a cette maman qui va revenir d'une chirurgie esthétique. On n'aura aucun gore à aucun moment et qui sera donc avec le visage bandé, et ses enfants vont imaginer que c'est plus leur mère. Et du coup, on imagine son visage, un peu comme dans Les yeux sans visage, où justement on a la découverte très tardive. Donc voilà, le body horror travaille sur l'imaginaire plus que le gore, où c'est vraiment une démonstration burlesque. Ouais, sur la métaphore, alors que dans le gore, pas forcément, quoi. Ouais. Bonjour. Du coup, merci beaucoup pour votre présentation. Je connaissais pas du tout le body horror non plus, enfin très peu. Et là, en discutant, je me posais une question sur. On parle beaucoup du body horror comme quelque chose un peu lié à l'imaginaire, lié à quelque chose d'improbable ou de fantastique. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de body horror qui peuvent se faire sur des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus proches de la réalité de notre quotidien? Ah bah oui, moi je pense qu'il y en a même, la plupart sont même plus proches du quotidien, justement, que du fantastique. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est que justement ça rentre dans une routine, dans un quotidien d'une personne à qui on pourrait s'identifier. Et c'est ça, je trouve, qui fait très peur dans le body horror, justement parce que c'est assez, entre guillemets, réaliste. Comme je disais, dans Ma peau, par exemple, ou même La mouche, pour prendre le plus classique des body horror, c'est des histoires de personnes à qui on peut parfaitement s'identifier. Et dans Ma peau plutôt, pas dans La mouche, mais dans Ma peau, il n'y a pas du tout de fantastique. C'est vraiment une personne qui va petit à petit se détruire. Il y a aussi un film qui s'appelle Excision, qui parle aussi d'une jeune adolescente qui a de drôles de fantasmes et qui est aussi dans une forme d'autodestruction. Enfin, je pense, en tout cas pour ma part, que ceux qui sont justement plus réalistes, plus proches du quotidien, sont beaucoup plus terrifiants que ceux qui relèvent du fantastique, des extraterrestres ou des monstres. Voilà, parce que c'est vraiment. Après, c'est plus subtil. Ça va être des petites cicatrices, des petites plaies. Mais qui vont du coup devenir assez cauchemardesques parce qu'on imagine que ça pourrait nous arriver. Swallow rentre bien dans cette catégorie justement parce qu'on se demande s'il va y avoir du fantastique, mais en fait non, c'est juste. Ouais. Alors, bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais vous poser la question à propos des hybrides. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, moi, je regarde pas les films de body horror, je suis beaucoup trop mauviette pour ça, mais j'aime bien les BD. Et dans la plupart des BD de Jodorowsky, il aime bien amputer un petit peu ces personnages-là, ils perdent des membres, voilà, c'est très bien. Et il y a cette scène qui m'avait beaucoup marqué. Dans Les Métabarons, il y a un des personnages qui, par amour, s'arrache les yeux, en fait. Elle se les arrache physiquement, c'est répugnant, et elle se fait greffer des yeux mécaniques. Et donc, sachant que les progrès de la médecine, et donc ça peut être répugnant quand ça n'existe pas, c'est vraiment ces modifications corporelles, jusqu'où on va pour s'arracher ses propres yeux, etc. Tous les autres personnages, il leur arrive un truc dégueu aussi. Et seulement les progrès en fait de la science, la médecine, la technologie font que maintenant on peut réellement en fait avoir des faux yeux ou des bras qui fonctionnent très bien, qui sont même reliés à nos propres nerfs. Comment en fait la fiction va continuer à pouvoir raconter des choses improbables alors que maintenant la science limite à dépasser en fait. Comment en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, cinéaste, etc. On pense à raconter d'autres choses que ce qui maintenant existe. Je pense pas que la fonction du cinéaste ou de l'écrivain ou des artistes en général consiste à forcément concurrencer et dépasser le réel en allant plus loin que lui. Parce que je pense que de toute façon, effectivement, c'est voué à l'échec constamment. Mais plutôt à placer le lecteur, la lectrice, le spectateur, la spectatrice au centre de ce qui arrive. C'est-à-dire, c'est proposer l'expérience intime, en fait, à la personne qui consomme l'œuvre. Donc, pour ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ce que le réel propose, en fait. Il suffit juste de vraiment impliquer énormément le consommateur de l'œuvre. Oui, je suis d'accord avec toi parce que ça, c'est le rôle de la SF. Et effectivement, ce que vous décrivez, ça fait vachement penser au Grey Fog dans l'univers de Kadik, avec justement tous ces personnages qui sont constitués quasiment à 80% de Grey Fog et du coup d'organes mécaniques et tout. Et du coup, c'est vrai que imaginer ce qui vient après, je pense que c'est plutôt le rôle des auteurs de science-fiction que de ceux qui font du body horror, qui peuvent effectivement juste s'inspirer du réel et du quotidien d'aujourd'hui, quoi. Puis c'est des peurs ancestrales, la mort, le vieillissement, tout ça. Je pense que depuis toujours, on raconte des histoires avec ça et qu'on en racontera encore longtemps. Donc c'est surtout ça, je pense, les thèmes
voilà, des thèmes un peu universels qui nous poursuivent un peu dans toutes les cultures au travers de l'histoire, et du coup, c'est voilà, qui reviennent de façon un peu différente, mais qui vont pas chercher, voilà, à anticiper, disons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas beaucoup. Super, vous allez pouvoir regarder plein de body horror maintenant. J'espère que ça vous a donné envie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous parler de sang, de tripes et de boyaux. On est toujours contents. On espère, je vous invite à les recroiser au cours du festival pour leur poser plein de questions sur des fluides dégueux. Ils ont l'air de bien aimer. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Merci d'être venus. Juste après, dans cette même salle, il y a une diffusion de court-métrage, la deuxième partie. Mylène est jury d'ailleurs, merci. Si ça vous intéresse, peut-être qu'il y aura du body horror, peut-être pas, je ne sais pas. Je vous laisse le mystère. Merci en tout cas à tous d'être venus et bonne suite de festival. Merci. Merci beaucoup.